Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question qui est vraiment au cœur de notre vie de citoyen, l'engagement politique. C'est un sujet fascinant. Pourquoi est-ce que certains ne manqueraient une élection pour rien au monde, alors que d'autres sont plutôt du genre à battre le pavé ou même à faire de leur panier de course une arme politique? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Voilà, c'est exactement ça la grande question qui va nous guider. Pourquoi ces différences? Pourquoi certains s'engagent et d'autres pas? C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Alors, pour y voir un peu plus clair, voilà notre plan de match. On va commencer par définir ce que c'est, l'engagement. Ensuite, on verra toutes les formes que ça peut prendre, voter, manifester, consommer. Après, on s'attaquera à un truc un peu tordu mais passionnant, le paradoxe de l'action. Puis, on essaiera de dresser le portrait robot des gens qui s'engagent le plus. Et pour finir, on regardera comment tout ça est en train de changer sous nos yeux. Allez, on y va. Première partie, on pose les fondations. C'est important de bien se mettre d'accord sur les termes. L'engagement politique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout ça, ça part d'un principe de base, la démocratie. L'idée que le pouvoir, il appartient aux citoyens. Les Romains, ils avaient une expression pour ça, la res publica, littéralement la chose publique. Et c'est ça qui est clé, si c'est l'affaire de tous, alors logiquement, tout le monde a son mot à dire. Et voilà où on en vient à l'engagement politique. C'est tout simplement ça, le fait pour un citoyen d'intervenir, de prendre position sur les grands sujets de société. Et ça peut aller de la contestation du nouveau plan de circulation dans son quartier jusqu'aux grandes marches mondiales pour le climat. C'est vraiment l'action citoyenne à toutes les échelles. Bon, maintenant qu'on a la définition, la question c'est, concrètement, ça prend quelle forme? Comment on fait pour participer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour simplifier, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories. D'un côté, on a l'engagement conventionnel, c'est celui qui se passe dans le cadre des règles du jeu, aller voter, prendre sa carte dans un parti ou un syndicat. Et de l'autre côté, on a l'engagement non conventionnel. Là, on sort un peu des sentiers battus. On parle des manifs, des pétitions, des boycotts ou même des actions plus radicales comme les sit-ins. Et attention, il y a une troisième voie qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la consommation engagée. C'est l'idée que chaque euro dépensé est un vote. Quand on choisit une marque pour son éthique ou qu'on en boycotte une autre à cause de son impact écologique, on fait de la politique avec son portefeuille. Le supermarché devient une nouvelle urne, en quelque sorte. Ok, mais tout ça soulève une question, un vrai casse-tête même. Si une action, disons une manif pour l'environnement, bénéficie à tout le monde si elle réussit, pourquoi est-ce que moi, individuellement, je ferais l'effort d'y aller? Pourquoi prendrais-je des risques si je peux juste attendre que les autres le fassent? Eh bien, ce casse-tête a un nom, c'est le paradoxe de l'action collective, théorisé par l'économiste Mancur Olson en 1965. Son idée est simple, d'un point de vue purement rationnel, le meilleur calcul, c'est d'être un passager clandestin. C'est-à-dire de laisser les autres se mobiliser et de profiter des résultats sans avoir bougé le petit doigt. Le problème, bien sûr, c'est que si tout le monde pense comme ça, il ne se passe jamais rien. Alors, comment on sort de ce paradoxe? Pourquoi est-ce que, dans la vraie vie, les gens manifestent et se mobilisent? Tout simplement parce qu'on n'est pas des calculettes sur pattes. L'engagement, ce n'est pas qu'une question de coût-bénéfice. On y trouve autre chose, des rétributions symboliques, comme la fierté de défendre ses convictions. Et aussi des bénéfices très concrets, sociaux, le plaisir de se retrouver, de créer des liens, de faire partie d'un groupe qui nous ressemble. Allez, on souffle un instant. C'est le moment parfait pour faire un petit point d'étape et s'assurer que tout est bien clair avant de continuer. Donc, si on résume ce qu'on a vu. 1. L'engagement politique, c'est l'implication des citoyens dans la vie de la cité. 2. Ça peut être classique comme voter ou plus contestataire comme manifester. Et 3. Même si logiquement on pourrait être tenté de laisser les autres faire, on s'engage quand même pour des raisons qui vont au-delà du calcul, des raisons de cœur et de lien social. Juste pour vérifier, on se fait un petit quiz mental. La différence entre participation conventionnelle et non conventionnelle. Facile, la première joue dans le cadre, la seconde cherche à le bousculer. Et un passager clandestin, c'est celui qui regarde le train passer en espérant qu'il arrive à destination pour pouvoir en profiter sans avoir payé le billet. C'est bon pour tout le monde? Parfait, on peut continuer. Bon, on a vu ce qu'est l'engagement, comment il se manifeste et pourquoi on s'engage. Il nous reste une grande question à aborder. Mais au fond, qui s'engage? Et là, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Premier facteur déterminant, le niveau d'études. Regardez ces chiffres pour la France en 2017. C'est flagrant. Plus on est diplômé, plus on vote. Pourquoi? Souvent parce qu'on se sent plus légitime, plus compétent pour parler de politique. C'est une forme de barrière invisible à l'entrée, ce que les sociologues appellent le census caché. Et ça, ce chiffre, il est vertigineux.
0%. Pas un seul ouvrier à l'Assemblée nationale en 2017, alors même qu'ils constituent une partie non négligeable de la population active. Ça pose une question énorme, vraiment, sur qui nous représente et si nos démocraties sont vraiment le miroir de la société. Autre variable super importante, l'âge. Surtout, la manière de s'engager change radicalement. Les jeunes sont souvent adeptes de ce qu'on pourrait appeler l'engagement post-it. C'est quoi? C'est un engagement plus ponctuel, très lié au numérique, qui se focalise sur une cause précise, à un moment T. On signe une pétition, on relaie une campagne, on va à une manif, puis on passe à autre chose. L'idée de la carte de parti à vie, c'est un peu moins leur truc. On arrive à notre dernière partie, et pas la moindre, on va prendre un peu de hauteur et regarder comment tout ça a évolué dans le temps. Parce que non, on n'a pas toujours manifesté de la même manière. C'est un historien, Charles Tilly, qui a eu cette idée géniale de répertoire d'action collective. C'est un peu comme une boîte à outils de la contestation, et chaque époque a la sienne. Au XVIIIe siècle, on avait la révolte de village. Au XIXe et XXe, c'était le grand moment de la grève nationale, de la manifestation de masse bien organisée. Et aujourd'hui, on est dans le supranational, des mouvements globaux, des campagnes virales sur les réseaux, du activisme. Les outils ont complètement changé. Et ce ne sont pas que les outils qui ont changé, ce sont aussi les raisons de la colère. Pendant des décennies, le combat, c'était pour des enjeux matérialistes. Le salaire, le temps de travail, la sécurité de l'emploi. Aujourd'hui, on voit émerger ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. Et eux, ils se battent pour des enjeux post-matérialistes. Des choses comme l'identité, les droits des minorités et bien sûr l'environnement. On est passé de la lutte pour le contenu de son assiette à la lutte pour la qualité de vie et la reconnaissance de qui on est. Et voilà, on arrive tout au bout de notre exploration. C'est le moment de rassembler les pièces du puzzle et de faire le bilan final. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, que l'engagement a 1000 visages, du bulletin de vote au boycott. Ensuite, que qui on est, notre diplôme, notre âge, influence beaucoup notre manière de participer. Troisièmement, que les formes d'action ont une histoire, elles évoluent. Et enfin, que le numérique est en train de tout chambouler. Allez, un dernier petit test. Les répertoires d'action de Tilly, ils ont évolué comment? Du local au global, au suprême national, exactement. Et un enjeu post-matérialiste. C'est une cause qui touche plus à l'identité et à la qualité de vie, comme les droits LGBTQ+, ou l'écologie, qu'à la sécurité économique pure. C'est parfait. On se quitte donc avec cette question qui est grande ouverte. À l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle qui débarque, quelle sera la prochaine étape, la prochaine révolution de l'engagement politique? Une chose est certaine, la démocratie est une chose vivante et la façon dont on y participe n'a clairement pas fini de se réinventer. Merci d'avoir fait ce chemin avec nous.